Bonjour et bienvenue sur France Info. À la une de l'actualité, ce meurtre en Vendée. Un prêtre a été retrouvé mort ce matin dans sa chambre de la communauté des frères missionnaires Montfortin. Il aurait été tué par l'homme qui a incendié la cathédrale de Nantes il y a un an. Ce dernier s'est rendu à la gendarmerie. On fait le point dès le début de ce journal. Le changement climatique s'accélère et s'intensifie. Les scientifiques du GIEC alertent une nouvelle fois. Il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Une alerte qui résonne particulièrement cet été catastrophique entre incendies et inondations. Et puis de quoi se réjouir quand même. On attend cet après-midi nos héros des sports collectifs. Les handballeurs, basketteurs et volleyeurs sont de retour de Tokyo. Rendez-vous au Trocadéro. On se rendra sur place dans ce journal. Le choc et l'incompréhension en Vendée. Un homme de 40 ans d'origine rwandaise a avoué ce matin avoir tué un ecclésiastique à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce suspect est déjà mis en examen pour avoir incendié la cathédrale de Nantes il y a un an. Diane Schlinger, Éric Pelletier et Maëlle Lecointre. Il était le responsable en France d'une congrégation religieuse, les missionnaires Montfortin. Un prêtre catholique a été assassiné à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à 70 km de Nantes. Gérald Darmanin doit se rendre sur place cet après-midi. Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d'un prêtre en Vendée. Mon Dieu, mon Dieu. Le principal suspect est l'auteur présumé de l'incendie de la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020. Il avait fallu 2 heures pour éteindre le brasier. Le grand orgue du XVIIe siècle avait été entièrement détruit. Bénévole pour le diocèse, ce Rwandais sans papier de 39 ans, arrivé en France en 2012, avait avoué avoir mis volontairement le feu à 3 endroits différents dans l'église. Mis en examen, il a été incarcéré puis libéré et placé récemment sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Il avait été accueilli par la communauté religieuse des frères missionnaires du Montfortin. C'est là qu'il serait passé à l'acte. Il s'est rendu ce matin à la gendarmerie et a avoué avoir tué le prêtre. Alors on l'entendait, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place tout à l'heure. C'est lui qui a annoncé l'information sur son compte Twitter, un réseau social prisé par les responsables politiques qui sont nombreux à réagir cet après-midi. Bonjour Diane Karcher-Mourgue. Alors parmi ces réactions, il y a notamment celle de Bruno Retailleau. Oui, tout à fait. Regardez, ça a été un des premiers à s'exprimer. Il connaissait personnellement le prêtre qui a été assassiné. Il a tenu à rendre hommage au père Olivier Maire, supérieur des Montfortins, assassiné par un criminel qu'il hébergeait par charité. Il a estimé que sa mort témoignait de la bonté de ce prêtre dont il avait pu apprécier la profondeur de la foi. Il déplore également une grande perte. Réaction également de Christelle Morancet. Christelle Morancet est donc présidente de la région Pays de la Loire. Elle a été bouleversée par l'assassinat de ce prêtre par le ressortissant rwandais qui avait incendié la cathédrale de Nantes l'année dernière. Elle a apporté son total soutien à tous les catholiques et spécifiquement ceux de Vendée. Marine Le Pen aussi a très vite réagi à cet acte et elle a dénoncé un acte d'une très grande gravité, même d'une gravité sans précédent et qui montre la faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin. Et je cite, « En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre. » De son côté, Valérie Pécresse, elle, s'est interrogée sur Twitter sur la cascade de défaillance par laquelle on en est arrivé à ce drame. Et enfin, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a lui déploré la mort d'un juste. Il a rendu hommage au père Olivier Maire qui aurait sans doute détesté que son assassinat déclenche une polémique. Olivier Faure donc qui joue l'apaisement entre la condamnation totale du criminel et les condoléances à tous ceux qui ont aimé ce prêtre. Merci Diane pour ces réactions. Nous sommes en ligne aussi avec le président du conseil départemental de Vendée, Alain Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des précisions sur ce drame qui s'est déroulé dans votre région ? Non, malheureusement, pas plus de précision. Nous sommes tous ici atterrés par la disparition subie de ce prêtre que nous aimions tous ici en Vendée et bien au-delà de la Vendée. C'était un prêtre qui était aimé de l'ensemble des continents puisqu'il se déplaçait aussi bien en Afrique en particulier que sur notre territoire. Donc la Vendée est à l'heure où on se parle en deuil, totalement atterrée par un crime de cette atrocité. Est-ce que vous le connaissiez personnellement ? Le prêtre appartenait, je crois, à la communauté des frères missionnaires Montfortin, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'était un des pères que ici était particulièrement connu. Moi-même, de mon côté, je n'avais pas de relation très particulière. Néanmoins, mon premier vice-président était encore avec lui hier dans la journée, où tout se passait, j'allais dire, calmement comme on a l'habitude ici, dans une paix que ce père a su cultiver en permanence tout au long de sa vie. Alors, le suspect s'est rendu de lui-même à la gendarmerie. Il était sous contrôle judiciaire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier. L'homme respectait toutes ses obligations. Donc, qu'aurait pu faire la justice de plus pour éviter ce drame ? Écoutez, j'entends beaucoup de réflexions ici ou là. Pour l'instant, vous comprenez qu'en tant que président du conseil départemental de la Vendée, je veux dans un premier temps respecter ce deuil, d'abord envers la famille, envers tous les pères montfortins, envers les catholiques de Vendée et bien au-delà. Viendra effectivement le temps où l'État devra répondre à un certain nombre de questions. Comment est-ce possible effectivement que l'on puisse, à notre époque, j'allais dire, héberger quelqu'un qui, quelques mois plus tard, vient enlever la vie à un père qui a su toujours donner justement la paix et la joie de vivre tout autour de lui. Merci beaucoup Alain Leboeuf d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental de Vendée. Il va falloir s'y faire. Le pass sanitaire est désormais réclamé à l'entrée des bars et des restaurants, y compris en terrasse. Ça fait quelques jours qu'on en parle, qu'on s'y prépare. Et maintenant, donc, que c'est en place, comment ça se passe ? On voit cela avec Marine Zambrano et nos équipes en région. Depuis ce matin, C'est bon. Vous pouvez boire un coup, madame. C'est le nouveau rituel pour pouvoir boire son café au bar. Valider son pass sanitaire. Un contrôle pas toujours facile à mettre en place. Et là, en fait, j'ai oublié mon chargeur dans la voiture. D'accord. Donc cette nuit, c'est déchargé. Exceptionnellement, c'est le premier jour. J'ai 3 personnes qui sont valides, donc je vais servir, mais normalement, je n'ai pas le droit. Les professionnels du secteur ont une semaine pour se rôder avant de subir eux-mêmes des contrôles inopinés par la police. Alors certains clients tentent encore le coup, comme ici à Lyon. Bonjour messieurs, est-ce que vous avez votre QR code ? Non, je ne peux pas l'avoir. Plusieurs clients n'étaient pas en règle ce matin. Ouais, je suis désolée monsieur. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Alors la dame elle a bien pris, mais les messieurs c'était pas contents. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est la loi. Voilà. Ça vous expose un peu ? Un petit peu, ouais. Et puis ça me chagrine un petit peu aussi. Dans cet établissement qui accueille 120 personnes en terrasse et presque autant à l'intérieur, c'est le branle-bas de combat pour organiser le service du déjeuner. On balise la terrasse de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule entrée et qu'une seule sortie par là-bas, de façon à pouvoir contrôler les gens, quoi. D'autres ont anticipé pour faciliter le travail des serveurs. Nous, on a acheté des appareils pour tous les salariés pour qu'ils puissent scanner tous les clients quand ils arrivent. Et pour obtenir ce précieux sésame, 2 possibilités s'offrent à vous. Avoir reçu les 2 doses il y a plus d'une semaine ou bien avoir un test négatif au Covid de moins de 72 heures. Passe obligatoire aussi pour les longs trajets en avion, en car et en train pour tous les passagers de plus de 18 ans. En pleine vacances scolaires et avec le week-end du 15 août qui se profile, il s'agit d'être efficace dans les contrôles, de ne pas créer d'immenses files d'attente. Alors ces premiers jours doivent permettre de se roder. C'est ce qu'explique le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari. Aujourd'hui, c'est environ un quart des trains qui vont être contrôlés à l'échelle du pays. Nous allons apprendre chaque jour aussi avec l'aide des agents de la SNCF et adapter le dispositif. Nous avons d'ores et déjà ce matin permis un pré-enregistrement en gare, vous savez ces petits bracelets bleus que vous avez pu observer et qui permettent de gagner du temps. Nous allons continuer d'innover. Je crois que c'est aussi l'ADN de la SNCF que de profiter en quelque sorte de cette épreuve sanitaire pour essayer d'améliorer l'expérience des passagers. Et donc oui, nous aurons cette première semaine pour répondre concrètement à votre question, de pédagogie, de souplesse, d'adaptation du dispositif pour avoir à la fois de la sécurité sanitaire et de la fluidité et une expérience client qui soit satisfaisante. À l'étranger, cela fait une semaine que les pompiers luttent contre les incendies dans l'île d'Eubée, la 2e plus grande île de Grèce. Alors, il y a un petit peu d'amélioration aujourd'hui, mais le combat s'annonce encore très long. Les dernières informations avec notre envoyé spécial sur place, Alban Mikosi.
La situation est un peu meilleure aujourd'hui parce qu'il y a moins de vent et les pompiers sont en train de gagner leur combat contre l'avancée du feu, notamment sur l'île de Bé. Mais les dégâts sont considérables. Des milliers de maisons ont été traversées par les flammes. Nous sommes ici au nord d'Athènes et dans ce quartier, vous voyez beaucoup de maisons détruites. Alors, les habitants sont très en colère. Ils veulent comprendre pourquoi ce feu a démarré. Y a-t-il eu des actes de pyromanie? Ils veulent comprendre aussi si le réchauffement climatique a eu un rôle. Pensez que la semaine dernière, il a fait plus de 40 degrés pendant plus d'une semaine ici à Athènes. Ce ne sont pas des conditions normales. Il a fait chaud comme jamais dans les 30 dernières années. Et selon les scientifiques, c'est l'une des raisons qui explique la violence de ces incendies. Oui, les scientifiques qui ne cessent d'alerter. Nouveau rapport du GIEC publié aujourd'hui. Le réchauffement de la planète s'accélère et selon les experts, les humains sont incontestablement responsables de ce dérèglement. Il faut, disent-ils, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Sophie Pierre, Jean-Christophe Batteria. Un climat qui s'affole sur toute la planète. Les conclusions du GIEC sont sans appel. La température a déjà augmenté de plus d'1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Sans une intervention immédiate pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, difficile d'échapper à une hausse d'1,5 degré d'ici 20 ans. Pour la suite, 3 scénarios possibles, dont le plus pessimiste en rouge. En 2100, nous pourrions atteindre plus 4,4 degrés en moyenne. Quel que soit le scénario, le réchauffement en Europe, surtout autour de la Méditerranée, sera plus prononcé que la moyenne planétaire. Pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, donc si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas fortement, on pourrait l'atteindre dès 2050, ce niveau de réchauffement. On pourrait passer des seuils critiques, donc des indices de température, en particulier en été, qui sont critiques pour les cultures, pour les forêts, ou même pour la santé humaine ou le travail physique en extérieur. Les pluies et inondations menacent également l'Europe. L'Allemagne en a récemment souffert. Or, avec 1,5 degré de plus, l'intensité des précipitations augmentera de 10,5%. Et si la planète se réchauffe de 4 degrés, plus 30%. Certains phénomènes sont désormais irréversibles, comme la montée des eaux, jusqu'à 2 mètres de hausse attendue d'ici la fin du siècle, avec des conséquences déjà visibles, notamment l'érosion qui touche nos côtes. Et autre illustration de ce dérèglement, alors que la Grèce s'embrase, Venise est sous l'eau. La place Saint-Marc a été inondée par une marée montante. C'est ce qu'on appelle l'aqua alta, un phénomène que la Cité des Doges connaît bien, mais pas en cette saison. En été, c'est exceptionnel. Tokyo, c'est terminé, mais la fête n'est pas encore finie. Les derniers médaillés français ont atterri à Paris, les handballeurs, basketteurs et volleyeurs. Et dans les bagages, vous le voyez, le drapeau olympique agité par la maire de Paris, Anne Hidalgo, aux côtés de Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Un drapeau qui va être hissé sur l'hôtel de ville, puis ce sera la fête au Trocadéro où l'on retrouve Christophe Carnino. Christophe, quel est le programme alors de cette fête au Trocadéro ? Eh bien, des festivités chargées, puisque vous le disiez, juste après avoir hissé le drapeau olympique que Thomas Barr, le président du CIO, a remis à Anne Hidalgo hier, juste après l'avoir hissé à la mairie, eh bien, à 16h30 ici au Trocadéro, les barrières vont se lever, le public va commencer à pouvoir affluer pour préparer les festivités. Les athlètes, eux, arriveront à partir de 17h avec les derniers sportifs qui étaient en lice à Tokyo qui seront célébrés. On pense notamment aux karatékas, à tous les sportifs de l'athlétisme ainsi qu'à ceux du cyclisme sur piste. Et puis à partir de 17h30, eh bien, tout l'accueil avec le public et les échanges entre sportifs et public pourront se faire avant la grande cérémonie que tout le monde attend. C'est celle de 18h avec tous les sports co, le handball, le volley, le basket. Ce seront vraiment eux qui seront mis à l'honneur, ces sportifs qui nous ont régalés durant les derniers jours de ces JO de Tokyo. Et toutes ces belles médailles qu'ils ont glanées, donc ce sera aux alentours de 18h. Merci Christophe et on vous retrouvera tout cet après-midi. C'est le feuilleton football de l'été. Lionel Messi va-t-il rejoindre le PSG ? L'attaquant argentin a fait ses adieux au Barça. Il est annoncé à Paris. Mais quand les supporters s'impatientent au Bourget, on le retrouve tout de suite, Simon Ricotier.
Beaucoup d'excitation ici, une grosse centaine de supporters parisiens qui se sont rassemblés pour attendre impatiemment l'avion de Lionel Messi, même si les informations qu'on a sont pour le moins limitées. On nous a parlé d'une arrivée hier soir, maintenant en milieu d'après-midi, avec une visite médicale qui pourrait avoir lieu en fin d'après-midi ici, mais tout cela est au conditionnel. Il y a beaucoup de suspense autour de cet événement qui s'annonce comme le transfert le plus commenté de l'histoire du Paris Saint-Germain. On ne parle pas ici de Kylian Mbappé ou de Neymar, on parle d'un sextuple ballon d'or, de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, lui qui est arrivé au FC Barcelone quand il était encore enfant, il y a passé toute sa carrière, il se serait bien vu y rester encore une saison si des raisons financières n'avaient pas obligé le club à s'en séparer. Il arrive donc ici libre de tout engagement et donc gratuit, mais le Paris Saint-Germain devra tout de même, s'il signe ici, s'acquitter de son salaire estimé à 40 millions d'euros net par an. En tout cas, tous les supporters que nous avons croisés ce matin s'attendent à des retombées aussi bien sportives qu'économiques pour le club. Voilà encore un petit peu de suspense, mais les négociations ont abouti, c'est ce que nous dit notre spécialiste Mercato Mohamed Bouafsi. Il était sur notre plateau tout à l'heure et voici ses dernières informations. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Lionel Messi a choisi le Paris Saint-Germain et que Lionel Messi va s'engager avec le PSG, sauf improbable retournement de situation. Hier, il ne voulait pas manquer ses adieux avec le FC Barcelone, donc il ne voulait pas quitter Barcelone dans la soirée, alors que son vol était prévu, mais la sécurité du Paris Saint-Germain, au vu des événements qui se sont passés au Bourget, il y avait quasiment 1000 personnes qui attendaient Lionel Messi, n'a pas voulu prendre de risques, et Lionel Messi a souhaité attendre, en tout cas c'est ce que l'on me dit dans son entourage, attendre que l'opération soit définitivement bouclé, que chaque détail de son contrat avec le PSG soit finalisé pour prendre la direction de Paris. Et les toutes dernières informations que l'on dispose, c'est qu'il est attendu dans l'après-midi, dès qu'il y aura un accord total entre le Paris Saint-Germain et lui pour passer la visite médicale, soit dans la soirée, soit très tôt demain matin. Alors c'est un énorme coup, Lionel Messi, c'est encore aujourd'hui le meilleur joueur du monde avec Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui a tout gagné, 4 Champions League, 10 championnats d'Espagne, 6 ballons d'or, c'est le recordman des ballons d'or, c'est un joueur qui a marqué toutes les générations, qui a marqué de son empreinte le monde du football, c'est un joueur exceptionnel. Encore aujourd'hui, il est capable de marquer 50 buts dans une saison et surtout, il a une hygiène de vie irréprochable. C'est un joueur, en tout cas tout son entourage l'explique, les joueurs du FC Barcelone aussi l'expliquent, il a un corps d'un homme de 28 ans alors qu'il a 34 ans, c'est le premier à arriver à l'entraînement, c'est le dernier à quitter l'entraînement, c'est un joueur fantastique. Aujourd'hui, le PSG avec Lionel Messi est en train de réaliser un coup incroyable économiquement et en termes de marketing, mais surtout sportivement. Voilà, et on vous tient au courant évidemment dès que Lionel Messi pose le pied à Paris. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, un prochain journal dans quelques minutes.